moi. Super. Bonjour Badis, bienvenue dans cette soutenance du P5 du parcours Data Scientist. Merci. Écoute, je vois que tu as déjà ton diapo de partager. Je te laisse prendre la main. Ça marche. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter le projet numéro 5 d'Open Classroom qui s'intitule Segmenter des clients d'un site e-commerce. Alors nous allons séparer cette présentation en 3 parties. En premier lieu, nous allons introduire et présenter le sujet afin d'avoir le contexte nécessaire pour appréhender la problématique. En deuxième partie, nous allons faire un traitement des données pour qu'en troisième partie, nous puissions faire des bonnes analyses et des bonnes conclusions. Donc le contexte est le suivant. Nous avons une entreprise brésilienne qui s'appelle Olist, qui aide les commerçants à vendre des produits sur différents marketplaces, Amazon, eBay, etc. Et Olist a 2 objectifs en tête. Tout d'abord, c'est qu'il souhaite segmenter ses clients de la meilleure des qualités possibles. Et son deuxième objectif, c'est de lui proposer un contrat de maintenance, c'est-à-dire lui donner un nombre de jours de retard dans lequel il peut se permettre de ne pas faire de nouvelles segmentations avant que tout le paradigme change. Et du coup, Olist m'a donné 9 fichiers CSV dans lesquels on va pouvoir faire nos analyses. Donc les fichiers CSV se représentent comme ceci. Nous avons chaque CSV qui sont liés l'un avec l'autre avec une colonne en commun. Par exemple, on a Olist Order Payment Dataset qui est lié avec Olist Order Dataset avec la colonne Order ID. Donc du coup, là, c'est simple de tous les fusionner en un seul dataset. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à la fin avec un gros data frame qui possède 40 colonnes et 115 609 lignes. Donc nous allons passer au nettoyage. Alors tout d'abord, nous allons uniquement nous intéresser aux clients dont la commande a été livrée avec succès. Nous allons supprimer une colonne qui s'appelle Order Status. C'est celui qui donnait justement si les livraisons ont été données avec succès ou non. Comme on a fait le filtrage, cette colonne ne sert plus à rien. On va aussi supprimer le Review Command Title et Review Command Message, car ce sont des messages assez longs donnés par les clients. Et on peut simplifier la tâche, car on a une colonne qui peut remplacer ces deux-là, qui est tout simplement le Review Score. On va supprimer des lignes qui possèdent des none, car du coup, on a des informations qu'on n'a pas forcément, et on va pas les créer par nous-mêmes risquerait de complexifier le problème ou d'avoir un dataset un peu plus faux. On avait aussi 2 colonnes qui s'appelaient Product Category Name et Product Category Name in English, qui est en gros la catégorisation d'un produit. Et on va garder le English car le Product Category Name classique était en brésilien. Donc pour simplifier la tâche, c'est toujours mieux de garder la version anglaise. On a aussi 2 colonnes qui sont les Customer ID et Customer Unique ID. Customer ID, c'est l'ID du client, peu importe qu'il fasse une transaction ou plusieurs transactions. Son ID sera différent à chaque fois. Et Customer ID, Unique ID sera l'ID unique du customer, du client, peu importe qu'il fasse plusieurs commandes ou pas, ce sera toujours le même ID, donc c'est toujours mieux de garder le Customer Unique ID. On va aussi supprimer le paiement sequential, qui est en gros le nombre de types de paiements qu'un client peut effectuer. Par exemple, il peut effectuer un paiement avec la carte bleue plus un ticket resto ou ce genre de choses. Du coup, le paiement séquentiel devient 2. C'est une valeur qui ne nous intéresse pas trop, donc du coup, c'est toujours mieux de la supprimer. On va aussi supprimer des lignes qui sont dupliquées, car il y en a quelques-unes, à peu près 1000. On va aussi supprimer l'Order Item ID, qui est en gros l'ID du produit qu'on achète relatif à la commande. Imaginons qu'un client effectue une commande et qu'il a 2 produits. Du coup, l'Order Item ID devient 1 et 2. Ça peut être facilement remplacé par le Product ID, qui est l'ID unique de chaque produit, peu importe qu'il ait fait une commande ou plusieurs. Du coup, ça simplifie un peu les choses. Et on peut supprimer aussi 2 colonnes qui sont Order Approved At et Order Delivered Carrier Date, qui sont la date d'approbation de la livraison et la date de début de livraison. On a des colonnes qui sont un peu plus précises ou un peu plus intéressantes que ça, c'est pour ça qu'on peut se permettre de les supprimer. Et ces colonnes-là sont Order Delivered Customer Date et Order Estimated Delivery Date, qui sont la date de livraison et la date d'estimation de la livraison. Et en fait, j'ai décidé de changer ces 2 formats en format Unix, car ils sont en format DTAG, car on peut faire avec un format Unix, c'est juste le nombre de secondes à partir du 1er janvier 1970, on peut faire des opérations avec ça.
Et du coup, à partir de ces formats uniques, on peut créer nous-mêmes une colonne qui s'appellerait Delivery Lead Time, qui est en gros le temps d'avance d'une commande. Si cette valeur est positive, ça veut dire que le client a reçu une commande avant son estimation, donc c'est bon. C'est négatif, ben, on a l'inverse. Et du coup, la formule est simple, c'est Order Estimated Delivery Date moins Order Delivery Customer Date. Du coup, on peut supprimer la colonne Order Estimated Delivery Date car elle peut être remplacée par Delivery Lead Time. On va aussi supprimer le shipping limité car c'est la date limite de l'achat du produit. Ça va pas nous intéresser. Nous, ce qu'on va faire, c'est la segmentation des clients, pas voir tellement comment les produits se comportent. On peut aussi supprimer la date de création de review. On se rend compte aussi qu'on a plusieurs reviews pour une seule commande. Il peut arriver qu'un client fasse une review d'une commande, que Holist lui répond et qu'à partir de ça, le client réponde à cette réponse. Et du coup, on a deux reviews et du coup deux lignes un peu superflues. C'est comme si le dataset considère qu'il a effectué deux commandes alors que c'est pas le cas. Donc, du coup, ça floute un peu la chose et c'est toujours mieux de les supprimer. C'est pour ça que j'ai décidé de garder la review la plus récente. On va aussi supprimer la colonne Review on Start Time Star, qui est une colonne pas trop intéressante non plus. Et aussi les colonnes Product Name Length et Product Description Length, qui est la longueur du nom d'un produit ou la longueur de la description d'un produit. Nous pouvons aussi effectuer ce qu'on appelle du one-hot encoding, c'est-à-dire que nous avons plusieurs colonnes qui sont catégorielles, qui donnent une catégorisation, mais qu'on ne va pas pouvoir utiliser comme ça. C'est pour ça qu'on fait du one-hot encoding, c'est-à-dire qu'on transforme nos colonnes catégorielles en colonnes binaires. Et nous avons le choix entre 8 colonnes. On peut les voir ici. On a le Customer Zip Code, donc on a les zip codes du client, on a son city, sa ville. On a pareil pour le vendeur, on a sa ville, son zip code. Et on a aussi son état, l'état dans lequel habite le client et le vendeur. Donc, du coup, on a un choix à faire car on a beaucoup de colonnes qui donnent la même chose, c'est la localisation. J'ai décidé de garder uniquement l'état car c'est un petit peu moins précis que le zip code ou la ville, mais on voit qu'il y a beaucoup moins de valeurs uniques, donc beaucoup moins de colonnes one-hot encoder. Et on peut se permettre de faire ça car c'est à peu près la même chose. Et ça simplifie largement les résultats. Donc, du coup, on va garder uniquement Product Category Name English, donc la catégorisation des produits, le Customer State, le Seller State et le Payment Type, qui est le type de paiement du client. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve en état à 26 colonnes, on se retrouve à 141. On va aussi supprimer les Review ID et Seller ID, car nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le Customer ID, c'est la segmentation des clients qui nous intéresse. Et enfin, on peut faire un regroupement des lignes par Product ID et Order ID. Pourquoi? Parce que un client peut faire plusieurs commandes et dans ces commandes, on peut avoir plusieurs produits qui ont été achetés. Et on a chaque ligne pour chaque différenciation. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un seul client par ligne. Donc, du coup, on fait un regroupement et on peut le faire grâce à ça. Et c'est pour ça qu'après avoir fait ce regroupement, on peut supprimer les colonnes Product ID et Order ID. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer 3 colonnes qui sont Recency, Frequency, Monetary Value. Alors, je vais expliquer ça un peu plus tard, ce que cela signifie, mais en gros, ça permet de faire des segmentations plus précises. Et on va aussi supprimer des lignes qui ne respectent pas une certaine condition, car on a 3 colonnes qui sont à peu près équivalentes. On a le Payment Value qui est en fait égal au Price plus Freight Value. Alors, Payment Value, c'est le prix total que le client a effectué. Le Price, c'est le prix du produit. Le Freight Value, c'est le prix de livraison. Et du coup, ça peut arriver que dans certaines lignes, l'égalité ne soit pas respectée. Et du coup, décider de les supprimer car on ne sait pas trop quelle a été la valeur qui a été fausse au final. On supprime aussi la colonne Payment Value car comme j'ai créé la colonne Monetary Value, c'est équivalent. Et j'ai décidé aussi de transformer la colonne Freight Value en Freight Value Percentage, qui est une valeur un peu plus pertinente car le Freight Value est seulement la valeur, le prix de la livraison en elle-même. Mais c'est plus intéressant d'avoir une sorte de pourcentage relatif au prix. Comme ça, le client peut voir exactement combien de pourcents du prix du produit le prix de la livraison a coûté. Et c'est pour ça qu'au final, on était au départ avec 115 609 lignes, 40 colonnes, et on se retrouve avec 82 163 lignes et 139 colonnes. Et voici les colonnes qu'on a au final. Alors, je n'ai pas montré toutes les colonnes one-hot encodeur car c'est à peu près la même chose. Et ça complexifierait un petit peu l'image car il y en a 140 en tout. En une coup, nous avons le Customer Unique ID, on a l'ordre de livraison, on a le Review Score, les Payment Installments, c'est
le nombre de paiements qu'un client décide d'effectuer pour son produit, le prix, la qualité de la photo, la longueur, la largeur, la profondeur du produit, le temps d'avance ou de retard le nombre de secondes de retard ou d'avance par rapport à la livraison comparé à son estimation, le poids du produit, sa recency, frequency, voluntary value, donc les colonnes que j'ai créées précédemment, et le freight value percentage et les colonnes one hot encoded. Donc du coup, maintenant que nous avons fait un cleaning de notre dataset, nous allons faire ce que nous appelons une segmentation RFM, qui est une segmentation assez classique qui va nous permettre d'avoir une idée de comment on peut regrouper nos clients, comment les séparer. Donc du coup, comme je l'avais dit précédemment, on a créé 3 colonnes. Recency, frequency, monetary value. En gros, le recency, c'est le nombre de jours depuis le dernier achat du client. Le frequency, c'est le nombre de fois qu'un client a effectué un achat. Et le monetary value, c'est le montant total dépensé par le client. Et en gros, ça marche comme ça dans une segmentation RFM. On attribue, c'est un exemple ici que j'ai décidé de choisir, on fait une séparation en quartiles. On attribue 1, 2, 3 ou 4 points pour le premier, deuxième, troisième, quatrième quartile de chacune de ces 3 colonnes. À l'exception de frequency, car on peut le voir dans le graphe ici, qu'il est impossible de faire des quartiles pour frequency, car il y a beaucoup trop de valeurs pour 1, beaucoup trop de clients effectuent une seule commande, du coup le quartile donnera une erreur. Donc, du coup, j'ai décidé quand même de le séparer en 4 et de donner 1 point pour une commande, 2 points pour 2 commandes, 3 points pour 3 commandes et 4 points pour 4 commandes ou plus. Et du coup, on se retrouve avec ce qu'on appelle un RFM score, qui est le score total. Et on voit que la distribution est une belle courbe en cloche. Et du coup, avec cette distribution, on peut encore séparer en 4, faire des quartiles pour pouvoir justement faire une segmentation client. Et du coup, à partir du RFM score, on peut avoir ce qu'on appelle un Customer Health qui donne si le client est intéressant ou pas à considérer. Donc du coup, ça a été séparé en 4. On a Worst, Bad, Good et Best. Donc ça, c'était la segmentation RFM. Le souci de cette segmentation, c'est qu'elle est assez limitée. Elle possède 2 grandes limites. La première limite étant que la segmentation a été créée uniquement sur les 3 features, R, F et M. Dans notre dataset, on voit qu'on a 140 colonnes qui peuvent nous intéresser. Donc le problème est un peu plus complexe que seulement 3 colonnes. Et aussi, le souci étant que le nombre de segments est arbitraire. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai choisi des quartiles, mais rien ne nous empêchait de faire des quintiles ou je ne sais pas quoi. Le choix est à nous. Et du coup, comme le choix est à nous, c'est arbitraire et il n'y a pas vraiment de justification mathématique ou rigoureuse. Et c'est pour ça que nous allons désormais utiliser des algorithmes de clustering pour avoir une segmentation un peu plus poussée et beaucoup plus précise au niveau de la rigueur mathématique. Donc, nous allons nous intéresser à 3 clusterings. Nous allons faire le test sur 3 clusterings. Le K-means, le DBScan et le clustering de WAP. Alors, avant de regarder les clusterings, nous allons définir 2 métriques, car nous avons besoin de métriques pour évaluer la qualité d'un clustering. La première métrique étant l'index de Davies-Bouldin, qui, en gros, mesure la balance entre l'homogénéité T et la séparation S. L'homogénéité T, c'est voir à quel point les points sont bien regroupés entre eux dans un même cluster. Et la séparation S, c'est ce qui mesure la séparation entre des clusters. Et du coup, il faut que T soit le plus... il faut que cette valeur de Davies-Bouldin soit la plus petite possible. Il faut qu'elle tende vers 0. Et plus cette valeur tend vers 0, meilleure sera la qualité du clustering. Donc, du coup, c'est la valeur dans laquelle on doit tendre. Nous pouvons aussi faire pareil pour la silhouette, qui est une deuxième métrique qu'on peut ajouter, qui, de la même manière, mesure la qualité d'un cluster. Alors, du coup, cela marche comme ça. On a un A de X, qui est la distance moyenne entre un point X et les points de son propre cluster. Et nous avons B de X qui est le minimum de la distance moyenne entre un point X et les points d'un cluster auquel il n'appartient pas. Et en gros, il faut que A de X soit le plus petit possible et B de X soit le plus grand possible. Et comme on a une formule S de X qui est la silhouette qui est B de X moins A de X divisé par max de A de X, B de X, il faut du coup que S de X soit égal à 1 pour avoir le clustering le plus parfait possible. Donc du coup, maintenant, nous allons nous attaquer au clustering. Nous allons commencer par K-means. Alors K-means, comment ça marche? On a dans K-means, donc K, qui est le nombre de points aléatoires qu'on choisit nous, qui vont être utilisés comme les centres initiaux des clusters. On va après attribuer chaque point de l'ensemble des données au cluster dont le centroïde est le plus proche.
Et du coup, on va recalculer les positions de ces centroïdes à partir de la moyenne des points qui sont dans chaque cluster. Et on répète ces étapes jusqu'à ce que les centroïdes ne bougent plus. Et c'est à ce moment-là qu'on considère que le clustering a été effectué. Maintenant qu'on sait qu'on va utiliser K-means, le souci étant qu'on doit choisir nos features. On a 140 colonnes, que choisir? On va pas colonnes, ça va complexifier beaucoup trop le problème. Il vaut mieux en avoir moins, mais du coup, que choisir au final? Donc nous pouvons avoir une première approche qui s'appelle l'approche ACP, l'analyse en composantes principales, qui en gros est une méthode qui va pouvoir résumer ces 140 colonnes en beaucoup moins de colonnes. Par exemple, ici, si j'ai envie d'expliquer 90% de la variance, donc 90% de l'information, ici, l'ACP donnerait 9 composants principaux. Donc du coup, en utilisant l'ACP, nous avons 9 composants dans lesquels nous pouvons appliquer K-means et voir les résultats. Donc du coup, j'ai testé K-means sur différentes valeurs de l'hyperparamètre K, et on se remarque que pour K égale 3, nous avons le meilleur silhouette et Davies-Bouldin. Une silhouette de 0,57 à peu près, un Davies-Bouldin de 0,53. Et du coup, nous pouvons répéter cette opération avec d'autres features. Donc, du coup, par exemple, nous avions ici la feature PCA, comme explicité précédemment. Nous pouvons aussi utiliser la feature RFM. On peut s'inspirer de la segmentation RFM. On peut utiliser les features RFM plus rajouter une nouvelle feature qui pourrait être la revue score. Et j'ai décidé d'aller un peu plus loin en prenant la feature RFM plus revue score plus delivery lead time. Alors, on voit que pour la silhouette, c'est la feature RFM plus review score qui gagne, et que pour le Davies-Bouldin, c'est le RFM plus review score plus delivery lead time qui gagne. Alors, j'ai décidé de garder la feature RFM plus review score pour plusieurs raisons. D'abord, elle possède la meilleure silhouette. On voit qu'on a des cas, donc le nombre de clusters qui sont à 3, 2, 2 et 9. Donc, on voit que le 9 a un petit peu, je dirais pas HS, mais on ne sait pas trop d'où il vient. On a plutôt une tendance à 3 ou 2, donc c'est toujours mieux de considérer ce qui est le plus courant. Et en final, la troisième raison, c'est que le cahier des charges nous demande de regarder le comportement du client plus sa satisfaction. Et le RFM plus review score explique parfaitement cela. Nous pouvons faire pareil pour DBScan et Ward. Alors, petit aparté pour DBScan et Ward. Pour ma part, il a été pas possible de faire DBScan et Ward sur tout le dataset, donc les 80 000 lignes, car il demande beaucoup trop de RAM. Personnellement, j'ai un PC avec 56 Go de RAM, donc je pensais que ça aurait été suffisant, mais c'est pas du tout le cas. Ça demande énormément de RAM. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre un échantillon, 20% du dataset, tel qu'on a une différence relative moyenne, médiane, écartée inférieure à 5% du dataset complet. Et du coup, on peut partir là-dessus. Alors, le DBScan marche comme ceci. Nous avons deux hyperparamètres qui sont l'epsilon, qui sont la distance maximale entre deux points pour qu'ils soient considérés comme étant des voisins, donc des voisins qui fassent une partie du même cluster, et le min sample, qui est le nombre minimal de points pour former un cluster. Donc, du coup, on voit dans l'image ici, par exemple, un point avec un cercle, donc le cercle de rayon epsilon. Et si le nombre de points à l'intérieur de ce cercle est suffisant, on considère que tous ces points sont des voisins. Et du coup, on peut répéter cette opération de manière récursive. Et c'est pour ça qu'on peut connecter par densité tous les points et créer plusieurs clusters ainsi. Malheureusement, avec cette méthode, ces conditions ne sont pas forcément respectées pour tous les points. Et les points dans lesquels ces conditions ne sont pas respectées sont considérés comme étant du bruit. Donc du coup, nous avons considéré, nous avons l'epsilon, le minimum de points, et son bruit en pourcentage. Et l'important, c'est d'avoir la silhouette le plus petit, la silhouette la plus grande, qui tend vers 1, Davies-Bouldin le plus petit, et avoir un pourcentage de bruit le plus petit possible aussi. Et on se rend compte que pour k égale 3, on a les meilleures valeurs possibles pour une silhouette 0,66, un Davies-Bouldin de 1,07 et un bruit de 0,08%. Pour Ward, cela marche comme ceci. Nous considérons au début que chaque point est un cluster, tous les points de notre dataset, et nous faisons des fusions de clusters, c'est-à-dire qu'on va transformer un point, 2 points, en un cluster de 2 points. Et comment on choisit les 2 points pour faire la fusion, car il y a beaucoup de possibilités, on choisit de telle sorte à ce qu'on minimise l'augmentation de la variance intra-cluster, c'est-à-dire la distance entre le centre du cluster et les points de son propre cluster. Du coup, c'est comme ça qu'on peut choisir les bons couples.
Et ce qui est important dans la clustering de Ward, c'est qu'on utilise toujours la distance euclidienne. Il y a d'autres méthodes qui utilisent d'autres distances. Pour Ward, on utilise toujours la distance euclidienne. Donc ici, nous avons un dendrogramme, pour un exemple un peu simple, où on voit tous les poids au début qui sont considérés comme des clusters, et on voit la fusion progressive jusqu'au final arriver à un cluster total. Et au final, notre objectif à nous, c'est de voir à quel moment on peut s'arrêter, à combien de clusters on peut s'arrêter pour avoir les clusterings les plus qualitatifs. Et du coup, on se rend compte que pour k égale 2, on a les meilleures silhouettes et Davis-Bouldin, de 0,68 pour la silhouette et Davis-Bouldin de 0,55. Et du coup, on peut faire une comparaison pour les trois, maintenant qu'on a vu Kamins, Debescan et Ward. Et en fait, on se rend compte que Kamins a la meilleure silhouette et Ward a le meilleur Davis-Bouldin. Alors, on se rend compte que Kamins et Ward sont assez similaires. Les deux proposent un k égale 2. Personnellement, j'aurais choisi Ward, car la silhouette de Ward est assez similaire à celui de Kamins, mais pour son Davis-Bouldin, il est largement meilleur. Donc du coup, théoriquement, j'aurais choisi Ward, mais comme j'avais expliqué précédemment, je ne peux pas effectuer Ward sur tout le dataset. Donc je suis obligé de partir sur Kamins. Mais c'est pas très grave dans cette situation, car on va voir plus tard dans la slide suivante qu'en fait, faire ce clustering n'en est pas vraiment un. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un clustering avec k égale 2 sur tout le dataset, on se retrouve avec deux clusters, 0 et 1. Et on voit que pour la frequency, on a un trait vertical rouge pour le cluster 0 qui indique que le cluster 0 n'effectue que des paiements à une seule fois. Tous les clients dans le cluster 0 n'effectuent qu'un seul paiement. Et en fait, on se rend compte que tous les clients ayant effectué une seule commande sont représentés dans 99,987% du cluster 0. Donc du coup, quasiment tout. Donc en fait, ce que Kamins K égale 2 veut nous faire comprendre ici, c'est que ce qu'il a fait, c'est pas vraiment un clustering, mais plutôt un simple filtrage des clients ayant effectué une commande. Donc ce qu'on peut conclure ici, c'est que les clients ayant effectué une seule commande ont un peu flouté les cartes. Du coup, là, la problématique, c'est on va être obligé de supprimer ces clients ayant effectué une commande, on va les considérer comme étant un cluster à part entière, et s'intéresser uniquement au cluster des clients ayant effectué 2 commandes ou plus. Et du coup, on va effectuer un clustering sur ces clients-là. Du coup, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par moi, on va aller un peu plus vite car on a compris l'idée. On refait la même chose sur les clients ayant effectué 2 commandes ou plus. Et là, on voit que c'est Kamins K égale 3 qui gagne, car il possède la meilleure silhouette et le meilleur Davis-Bouldin. Donc du coup, comme nous avons 3 clusters, on peut les analyser. On peut voir par exemple pour la monetary value que pour les clusters 0 et 2, ils ont une tendance à acheter plutôt vers $200. Et que pour le cluster 1, j'ai considéré qu'ils n'avaient pas de tendance particulière entre 0 et $1000. Pour la frequency, on voit que pour le cluster 0 et 2, donc le vert et le rouge, ils ont une très forte tendance à effectuer 2 achats, et que pour le cluster 1, ils ont plutôt une tendance à effectuer 3 achats. Pour le recency, on voit que pour le cluster 0 et 1, on a une tendance à 125 jours, donc la date de chaque client, voilà, l'âge, on va dire, et que pour les clients sont un peu plus vieux, à peu près 200 jours. Enfin, on peut aussi regarder le review score. On voit que pour le cluster 0 et 1, donc le rouge et le bleu, les clients sont plutôt satisfaits. On voit qu'on a des boss entre 4 et 5, pas forcément ailleurs. Et que pour le cluster 2, donc le cluster vert, les clients sont moins satisfaits. On a une grosse tendance à 3, mais on a aussi une boss non négligeable à 1. Maintenant qu'on a vu nos clusters, on les a analysés, nous allons faire ce qu'on appelle un contrat de maintenance. Nous allons déterminer le nombre de jours que l'entreprise peut se permettre avant d'être obligée d'effectuer un nouveau cluster. Et pour pouvoir répondre à cette question, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'ARI, qui est l'Adjusted Rand Index, qui mesure la similarité entre deux clusterings. Elle varie entre -1 et 1, et le but, c'est de tendre vers 1. Si cette valeur vaut 1, ça veut dire que les deux clusters sont équivalents. C'est exactement la même chose. On l'appelle adjusted car elle ajuste la formule pour ne pas avoir de hasard. Car on a une formule rand classique qui est sensible au hasard. Du coup, c'est toujours mieux de l'ajuster pour ne pas enlever ce facteur-là. Du coup, on va utiliser l'ARI et il va être utilisé pour comparer le clustering sur tout le dataset, donc ici entre 1 et 602 jours, et un clustering effectué sur une tranche 1x jours. X qui est une valeur dans laquelle on va choisir. Et on se retrouve avec ce graphe-là, qui est l'ARI pour les différents segments de récence. On voit ici
par exemple à 602 jours qu'on est égal à 1, ce qui est logique, car on fait exactement le même clustering sur tout le dataset, et on compare avec lui-même, donc forcément il est égal à 1. Mais on remarque que pour 100 jours de retard à peu près, entre 600 et 500 jours, on reste à 1. Donc du coup, si on a moins 100 jours de retard lorsqu'on fait des clustering, on est bon. On est toujours à ARI égale 1, donc on peut se permettre d'attendre. Par contre, si on dépasse les 100 jours, on voit que l'ARI diminue légèrement, à peu près à 0,85, jusqu'à 275 jours. Du coup, on a une baisse de qualité faible si on attend jusqu'à 275 jours. Par contre, si on dépasse ces 275 jours, on voit clairement que l'ARI tombe d'un coup. Et là, on va être totalement obligé de refaire un nouveau clustering car le paradigme change totalement. Les clients ne seront plus considérés comme auparavant. Donc, du coup, le résumé est le suivant. En premier lieu, nous sommes obligés d'effectuer un filtrage des clients ayant effectué une seule commande. Sinon, le clustering ne va pas être de qualité. En deuxième lieu, nous faisons un clustering K-min K égale 3 pour les clients ayant effectué 2 commandes ou plus. On se rend compte qu'on ne perd pas en qualité sur le clustering si on a moins de 100 jours de retard, que la qualité du clustering diminue légèrement pour 275 jours de retard, et que la qualité du clustering est détruite si on dépasse les 275 jours de retard. Et en bas, nous avons un tableau qui récapitule tous les clusters. Par exemple, nous avons le cluster 0, qui a une tendance à l'achat de 200 jours, qui effectue 2 achats, qui ont un jour d'ancienneté 125 jours, et qui sont plutôt satisfaits. Donc, que je considère comme étant des bons. Nous avons le cluster 1, qui n'a pas de tendance particulière à l'achat entre 0 et 1000 $, qui en très grande majorité effectue des achats, 3 achats, qui ont un temps d'ancienneté assez récent, 125 jours, et qui sont aussi plutôt satisfaits, que je considère comme étant les clients les plus intéressants. Nous avons le cluster 2, qui ont une tendance à l'achat de 200 jours, qui en très grande majorité effectuent 2 achats, qui ont un temps d'ancienneté de 200 jours et qui sont des clients peu satisfaits, que je considère comme étant des clients moyens. Et enfin, il y a le cluster que j'appelle le cluster indésirable. C'est ceux qui ont été issus du filtrage, qui ont une tendance à l'achat de 100 jours, qui effectuent seulement un achat, seulement un achat, qui ont 150 jours d'ancienneté et qui sont plutôt satisfaits, donc que je considère comme étant des clients à éviter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, alors je vais avoir quelques questions. Oui, bien sûr. Et puis, une fois qu'on aura fini ça, je donnerai mon ressenti un peu plus global du projet. Ok. Alors, première question. Donc, tu m'as présenté un nettoyage de données. De ce point de vue-là, j'ai pas vraiment de questions, mais juste pour être sûr, tu as exporté un data frame très complet avec beaucoup de colonnes à la suite de ton nettoyage pour te donner le choix par la suite de la sélection de colonnes. C'est-à-dire que malgré que tu as exporté un data frame très complet, tu as utilisé finalement que quelques colonnes pour les différents clusterings. C'est bien ça, hein? Exactement. Ouais. En fait, j'ai essayé de garder le data frame avec toutes les valeurs que je considère, moi, comme étant importantes. Oui. Mais c'est une valeur un peu subjective. Et c'est pour ça que je préfère garder le plus de colonnes possible, qu'au final, les maths vont peut-être me prouver le contraire. Et c'est genre me détester des colonnes peut-être moins pertinentes. Alors, ensuite, j'avais une question au niveau de l'ACP que tu as utilisé. Ouais. Donc, tu as fait une ACP. L'idée, c'était là, justement, il me semble, hein, d'utiliser toutes les variables cette fois-ci. Ouais. D'en choisir arbitrairement 9 par rapport à l'explication totale de la variance. Et du coup, j'ai une question. Imaginons que ce clustering, en fait, c'est celui-là qui aurait donné les meilleures performances en termes des métriques. Comment est-ce que tu aurais fait après, si ça avait été lui le meilleur? Est-ce que tu aurais pu l'interpréter? Est-ce qu'il aurait été utile, ce clustering? Ah oui, totalement. En fait, lorsqu'on fait un ACP, on peut, vu que c'est des combinaisons linéaires de colonnes classiques, on peut voir à peu près à quel pourcentage chaque colonne classique représente une composante principale. Et à partir de ça, on peut avoir une conclusion, dire la CP1, on peut l'interpréter comme étant ceci, la CP2 comme étant cela. Alors, c'est assez subjectif, c'est assez, je dirais, technique. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que j'ai vu que les résultats n'étaient pas bons, donc j'allais pas m'embêter à le faire si au final j'allais partir sur autre chose. Mais au début, voilà, c'était comme ça j'avais considéré la chose. Je voulais faire une ACP.
si c'était bon, si j'avais des très bons résultats, là, je serais parti sur une analyse. Du coup, ben, là, j'ai gagné un peu de temps parce que j'ai vu que ça marchait pas. Il y avait mieux à faire. Donc, du coup, D'accord. je suis obligé de le faire. Et effectivement, comme tu dis, on peut, avec par exemple le cercle des corrélations, assez facilement interpréter les axes, mais c'est pas non plus systématique. C'est-à-dire que des fois, on a des ACP Ouais, ils peuvent être où compliqués. bon, on a quelques axes qui correspondent à un ou deux en même temps. Des fois, c'est quand même difficile d'interpréter les axes. Donc, j'ai envie de Totalement dire que d'accord. l'ACP, c'était potentiellement faisable, mais il y a un petit facteur, alors je sais pas si on peut dire facteur chance, mais donc il y a un facteur qu'on ne contrôle pas et dont on s'aperçoit en fait de la viabilité au moment où on regarde un peu le cercle des corrélations, parce que des fois ça peut tourner un petit peu à l'interprétation fouillis, quoi, brouillon. Ouais, je suis On ne totalement peut pas d'accord. trop voir la tendance. Alors, ensuite, j'ai une question donc, plutôt technique au niveau du code. Oui. Euh, Quels que soient les algorithmes, K-means, Ward ou DBSCAN, Mhm. est-ce que tu as utilisé, donc une fois que tu avais extrait les variables que tu voulais utiliser pour les différents clusterings, est-ce que tu as utilisé des transformations de données? Ouais, j'ai standardisé toutes les valeurs avant d'effectuer les clusterings. Alors, je dois vous avouer, je sais pas si il y en a un dans les trois où c'est pas obligatoire, mais je le fais à chaque fois en fait, parce que D'accord. ça mange pas de pain. Et puis si c'est obligatoire, je sais que je me suis pas loupé quoi. Oui, oui, complètement. De manière générale, même les algorithmes, effectivement, qui n'ont pas besoin de données scalées, a priori, ça ne va pas heurter leur performance. Donc, C'est toujours mieux de le c'est, faire quoi. voilà, ça ne peut pas faire de mal, on va dire. Mais effectivement, donc pourquoi le standard scaler, par exemple, et pas un autre scaler dans notre cas là? Euh, alors ça c'est vrai, ça je pense que c'est assez technique. J'avais vu dans le cours, mais c'était il y a un certain temps, mais il y avait une explication là-dessus. On pouvait faire soit un standard scaler, soit faire un scaler encore plus poussé, c'est-à-dire partir de -1 ou 1. Voilà, ce serait peut-être les limites. Là, c'est un standard scaler, donc c'est plutôt entre le minimum et le maximum de choses. Mais mathématiquement, on peut prouver que le standard scaler suffit. euh, Parce qu'au final, si on fait pas ça déjà, il y a des valeurs qui vont être trop grandes, qui vont trop influencer le Oui. clustering. Donc, du coup, c'est toujours mieux de tous les mettre entre guillemets au même niveau. Après, j'ai vu mathématiquement, on n'est pas obligé de mettre tout à -1 et 1, que faire le maximum minimum, ça suffisait pour le faire. Mais après, je peux pas Alors vous donner effectivement, c'est en fait, tu as mis le doigt sur le problème principal qu'on essaie de résoudre avec un scaler, c'est l'échelle des différentes features. C'est-à-dire que si d'un côté on a une feature comme je sais pas le prix, enfin voilà le montant dépensé moyen qui peut atteindre la centaine, le millier même, et qu'on a à côté le review score qui est borné entre 1 et 5, ça peut pas aller plus haut, et ben en fait, dans un algorithme comme le K-means ou même le clustering de Ward, hein, qui utilise des distances euclidiennes, ben en fait, on sent bien qu'avec ce type de distance, on a le montant total qui va émerger les autres features et notamment le exactement. review score. Donc en fait, on veut pas, effectivement, c'est pour ça qu'on veut vraiment faire un scaling. Et effectivement, le standard, son job, hein, c'est de centrer un petit peu tout ça en zéro et d'avoir une distribution plus gaussienne. On peut quand même avoir des outliers. Si jamais on avait des outliers très forts dans le dataset initial, on peut quand même avoir des valeurs de l'ordre de, je sais pas, 6, 7 ou -6, -7. Alors que par exemple, si on utilise un scaler min-max, là Mhm. effectivement, on peut borner vraiment, on peut choisir la borne. Par exemple, tout le monde est entre 0 et 1. Ça, c'est réglé. En fait, voilà, le standard scaler, il vient quand même affecter la forme, alors que le min-max scaler, il affecte pas la forme et il va juste affecter l'échelle. Ok, d'accord. Donc c'est des choses différentes, mais là, pour le coup, je pense que le standard scaler a fait ce qu'on voulait, dans le sens où il a mis tout le monde à peu près au même niveau. Mais du coup, d'après ce que je comprends, tu as ensuite, pour l'interprétation des clusters, tu as effectué l'opération inverse du standard scaler, parce que tous les résultats que j'ai vus, je crois, enfin, je pense reconnaître les vraies valeurs de des features. C'est-à-dire que le review score, il était entre 1 et 5, et puis les valeurs d'achat étaient entre 100 et 1000. Ouais. Donc tu as bien effectué l'opération inverse pour interpréter les clusters après, c'est bien ça?
Je me souviens plus trop de ce passage. Je crois que j'ai utilisé le Camins pour avoir le label pour chaque ligne. Oui. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, à partir des labels, je les ai juste rajoutés dans le dataset classique. J'ai pas fait. C'est ça, dans le dataset classique qui Ouais, n'était j'avais pas pas encore besoin. scalé. Qui n'était pas scalé, c'est ça. Ouais, en Ouais. fait, ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai juste rajouté une colonne en plus dans le dataset classique. Le standard scalaire, on va dire, c'est un autre dataset que j'ai créé. Il servait juste pour faire les calculs, mais après, Ouais, je l'utilisais pas, quoi. J'étais pas obligé de faire un inverse. J'avais déjà effectivement. l'original, donc je pouvais Effectivement. vraiment l'utiliser comme ça. Alors, du coup, petite question au niveau des données catégorielles. Donc, Oui, dans ton analyse, ton nettoyage de données, tu as fait du OneNote encoding à un moment. ouais. C'est Euh, Si jamais tu avais voulu utiliser ces colonnes pour le clustering, enfin déjà, pourquoi est-ce que tu les as pas utilisées forcément? Et est-ce qu'on aurait pu les utiliser facilement comme ça? Est-ce que ça aurait posé des problèmes potentiellement? Ah, les utiliser comme ça, Alors, non, avec le OneNote, hein, avec Ah, le d'accord, OneNote. Donc, d'accord. comme tu as Genre, fait, tout utiliser? par exemple, est-ce que quel D'accord. aurait été l'apport, mais également potentiellement les problèmes de prendre, je sais pas moi, customer state comme variable dans le clustering? Euh, ouais, justement, là, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, et Ouais, j'en étais arrivé à la conclusion que comme, par exemple, le zip code, ça donne, entre guillemets, la même information que le state, sauf que mhm. c'est juste un degré de précision légère. Oui, c'est ça. Les deux sont un peu, je dirais pas similaires, mais si je mettais les deux, ça aurait pas de sens, parce que le zip code peut Oui. expliquer le state. Il y en a un qui est inclus dans l'autre, comme Voilà, tu as c'est dit. ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un des deux. Donc, et on est obligé choisir un. Donc, du coup, soit on prend le zip code, soit on prend le state, par exemple. Et comme je l'avais expliqué dans la présentation, j'ai pris le state car il possède beaucoup moins de valeurs uniques. L'envoi en a Ouais. 14 000. Euh, il m'a- je sais pas, j'ai jamais testé hein, sur 14 000 colonnes. Si le Camille, ça m'aurait pris 10 ans, mais Alors ça, voilà, en ça- fait, ça c'était aurait un été petit très peu, long, quoi. quand bien même avec seulement 27 variables, donc avec le OneNote encoding du customer state, qui ferait du coup 27 colonnes différentes. Tu as appliqué un Camins avec ces 27 colonnes différentes en plus de tes features RFM, par exemple. Ouais. Est-ce que ce serait pertinent? Est-ce que tu arriverais là à me dire voilà, si a priori ça devrait bien se passer ou pas? Je l'ai pas testé, donc je Ouais, peux pas dire. Mais en fait, le souci, c'est qu'il aurait fallu que je rajoute les 27. Donc, ouais, en fait, le truc, enfin, la problématique quand on fait un Camins ou des clusterings en général, c'est qu'on doit choisir des colonnes qu'on peut interpréter. exactement. Et du coup, des colonnes binaires, c'est compliqué à interpréter, je trouve. Ouais. Ça veut Oui, c'est ça. pas. C'est pas juste des courbes de densité qu'on peut avoir avec des Ouais, valeurs continues. Là, c'est oui, il est dans ce state-là ou il n'est pas dans ce state-là. Je ouais, ne non, sais pas comment j'aurais pu l'interpréter. Donc, c'est ça, personnellement, exactement. il aurait pu. Ces colonnes-là ont servi. En fait, je les ai gardées uniquement pour l'ACP. Pour moi, je me suis dit, elles Oui. servent comme contribution parce qu'elles sont pertinentes, même si elles ne sont pas interprétables. Elles servent uniquement comme contribution pour créer mes colonnes principales, mais sinon, je les aurais jamais considérées personne. D'accord, bah effectivement, c'est un petit peu ce que je voulais soulever comme problème. C'est vraiment l'interprétation qui en fait devient très difficile parce que si on a 27 pays différents, bah en plus, comme c'est du 0 ou du 1, ça crée des très grandes distances en fait entre les points. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le clustering va avoir cette tendance à faire ses clusters par rapport à cette variable catégorielle qui est parfaite, hein, c'est tout ce qu'un clustering veut. On a deux côtés, d'un côté 0, d'un côté 1. Bon, bah, très simple, la distance est maximisée, puis on va mettre tous les 1 d'un côté et tous les 0 de l'autre. Mm. Et donc, d'une part, on a le clustering qui pourrait être un petit peu, enfin, beaucoup trop drivé par cette colonne OneNote. Et en plus, l'interprétation, comme tu dis, bah, si au final, on doit juste décrire dans quel état l'acheteur est, bah, en fait, on n'a pas vraiment d'informations sur ses comportements d'achat. On a juste sa localisation qui n'est pas forcément très pertinente. Exactement. Alors, question également, donc tu as fait un premier clustering, tu as vu qu'il y avait un clustering évident, on va dire, entre les clients qui ont commandé plus de 2 fois, enfin 2 fois ou plus, et les clients qui ont commandé qu'une fois. Ouais. Donc tu as pris la décision de faire le clustering sur seulement les clients qui ont commandé plusieurs fois. Est-ce que tu aurais pu imaginer
une autre manière de résoudre ce problème, mais en prenant encore tous les clients, c'est-à-dire en voulant faire un clustering sur tout le dataset, mais peut-être en modifiant certaines choses ou en ajoutant d'autres variables pour gommer un petit peu cet effet k égale 2, et puis ça divise en deux Hmm. clients qui ont effectué plus d'une commande ou pas. Quand vous dites faire une modif, ce serait sur le dataset, c'est ça? Ouais, sur le dataset ou sur D'accord. l'algorithme. Hmm. Voilà. Est-ce qu'en fait on était, voilà, c'était obligatoire de juste après clusteriser les clients avec 2 commandes ou plus, ou est-ce qu'on aurait pu quand même faire tout le dataset? C'est une très bonne question. Euh, ouais, c'est vrai, j'aurais bien aimé simplifier la tâche parce qu'au final, on voit qu'on est obligé de passer par 2 étapes, même si les 2 étapes sont entre guillemets simples. J'aurais préféré tout faire en une fois. Euh, Personnellement, ce que j'ai pensé, c'est que comme on avait ici, non pas là, excusez-moi. Voilà. Imaginons, j'avais fait un clustering k égale 2. Je me rends compte que ça sépare les clients ayant effectué une seule Oui, commande et 2. Donc du coup, pour moi, c'est que forcément, il y en a plus de 2, vu que je suis obligé de oui, refaire un autre clustering. Donc peut-être, je serais parti sur un autre mécanisme avec ces features-là. Comme il me donne k égale 9, là, il aurait fait peut-être, lui, une séparation un peu plus précise, ouais, et effectivement. on aurait une précision un peu plus grande. Mais moi, j'ai préféré partir sur 2 étapes. Je sais pas quelle méthode est la meilleure. Est-ce qu'on Ouais, ça se défend. C'était plutôt pour avoir voilà, un clustering de tout le dataset. Effectivement, on aurait pu choisir l'option que tu as obtenue, là, avec k égale 9, ou tout simplement forcer k supérieur à 3, ou Hmm. réduire éventuellement l'importance du nombre de commandes, ou utiliser d'autres variables. Enfin bon, bref, il y avait plusieurs options, et donc c'était possible. On n'était pas forcément obligé de rejeter 97% des clients. Euh, voilà. Alors, ensuite, il me semble que j'avais encore une dernière question. Est-ce que tu peux passer les slides d'après, s'il te plaît? Ouais, bien Ça va sûr. peut-être me revenir. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux me dire là pour le moment, je te donne pas d'infos, et puis après, je t'en donnerai plus si Ça besoin. marche. La variable recency, Ah, qu'est-ce que tu peux m'en dire? vous l'avez trouvé où, le RSNC, là? Recency, la variable recency, Ah oui, c'est oui, oui, c'était avant, c'est ça, oui. D'accord, attendez, je oui, vais. c'est ça. Enfin, c'est Oui, celle que oui. tu as utilisée dans les variables. Voilà, la variable recency. Qu'est-ce que tu peux m'en dire euh, au niveau de sa pertinence et au niveau de ce qu'elle implique dans le contrat de maintenance? Voilà, c'est ma question. Et si jamais tu as besoin de précision, n'hésite pas à me demander. En fait, je m'étais rendu compte d'une chose. Ça, Mhm. je l'ai pas mis je l'ai pas mis dans la présentation, mais je l'ai mis dans le code. Enfin, c'était rapide, hein. Je pense qu'on n'aura pas forcément compris, mais je l'ai gardé en tête. En fait, ce que j'ai considéré, c'est quand on fait un contrat de maintenance avec l'ARI, ça marche bien. Mais pour moi, en théorie, ça devrait s'utiliser uniquement si on a une recency euh, constante pour tous les segments de récence. C'est-à-dire qu'on aurait genre tant de clients entre 0 et 100 jours, tant de clients entre 100 et 200. Et on aurait que ce soit constant en fait, qu'on aurait tout le temps la même flux de clients en D'accord. fonction. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de clients récents et que ça commençait à diminuer à la fin. Donc, c'est logique parce que peut-être que l'entreprise, elle est devenue plus populaire, donc il y avait plus Mhm. de clients récemment. Et du coup, le fait qu'il y ait moins de clients, ça a peut-être influencé sur le contrat de maintenance. Et que c'est pour ça aussi que je pense qu'à chaque fois qu'on doit refaire nos clustering, il faut refaire un ARI. Et parce qu'au final, cette forme, elle sera pas tout le temps la même. Ouais. Si on fait de 0 à 600, si on a à nouveau 600 jours, entre 600 et 1200 jours, je suis sûr que ce sera pas la même chose. Parce qu'il y aura plus de clients, ce sera peut-être plus homogène, et du coup, peut-être que ça tombera pas comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, moi, ce que je dirais aux clients, c'est voilà, là, à l'instant T, vous pouvez attendre 100 jours. Dans moins de 100 jours, lorsque vous faites un nouveau clustering, faites absolument un nouvel ARI pour voir comment le comportement se peut se faire. Peut-être que ces 100 jours vont diminuer ou augmenter parce que c'est Mhm. pas fixe en fait.
D'accord. Et je pense que tout ça est influencé par le recency. Est-ce que tu peux me réexpliquer ta démarche de modélisation pour ce contrat de maintenance, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Euh, Alors, si tu veux t'appuyer soit sur ta slide, soit sur le code, il y a pas de souci. le code, c'est pas qu'il est simple, mais c'est juste que j'utilise la fonction d'Aery qui est dans scikit-learn. Donc, Alors oui, la fonction d'Aery, certes, elle est utilisée dans scikit-learn, mais il y a quand même la démarche un peu de modélisation. C'est-à-dire que c'est pas non plus, je la trouve pas non plus triviale, cette approche de comment dire, de simulation hmm. contrat de maintenance dans le temps. Donc, toi, comment est-ce que tu as, voilà, qu'est-ce que tu compares exactement? Quels sont les clusterings que tu compares? Parce que, Ouais, bien sûr. En fait, je compare tout d'abord le clustering total. Donc, si on a fait le clustering, c'est sur tous les 600 jours. Ça, c'est le clustering dans lequel on va faire notre comparaison. donc avec Et tous les clients. ouais, tous les clients. Non, ça, c'est seulement les clients deux ou plus. Oui, pardon. Alors, seulement les clients 2 ou plus, mais sur toute la période. Ouais, c'est ça, sur toute Ok, la d'accord. période. Et après, je compare ça avec un clustering. Par exemple, ça, c'est le clustering entre 0 et 602. Là, je vais le comparer entre 0 et 500, 0 et 400, 0 et 300. Et le 0 et, par exemple, on va prendre le 0 et 300, du coup, bon, on va prendre des chiffres clairs pour illustrer ça. Ouais, bien sûr. Imaginons que dans le premier clustering initial dont tu me parles, entre 0 et 600, on ait 1000 clients. Donc c'est Mhm. le maximum, on ne peut pas avoir plus puisqu'on a pris toute la durée. Ouais. Entre 0 et 300, il est possible que du coup, il n'y ait pas encore tous les clients. Par exemple, il y ait 700 clients. Oui. Ça, on est Oui, d'accord que ça veut dire. ouais, justement, ouais. Alors, comment comparer 700 clients par rapport à 1000 clients? Parce que le score ARI, il nous faut le même nombre. Il faut que les clusterings aient le même nombre d'éléments. Ah oui, oui, ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, c'est juste ce Oui, côté-là. oui. Qu'est-ce que tu compares? Parce que j'ai pas Oui, forcément non, toutes non, les infos. j'ai pas pris tous les clients dans les 600 jours, en fait. On fait le clustering sur tous les clients. Et après, D'accord. on garde uniquement les clients d'entre 0 et 300 jours, mais qui sont tout le temps dans les labels 0-600 pour les comparer lorsqu'on fait un clustering sur 0 et 300, en fait. D'accord. Ouais, mais sinon, c'est incomparable. On peut pas, oui, Mm. il y a des clients qu'on peut pas comparer, forcément. Oui, D'accord. Donc, en fait, tu compares le fait d'avoir tout le dataset d'un seul coup et de prédire qu'une petite partie de ses clients avec la connaissance de tout le dataset c'est ça, versus le clustering avec juste ces clients-là et c'est avec la ça, connaissance de juste ces clients-là. exactement. OK. Est-ce que du coup, dans la réalité, c'est vraiment ça qui se passe lorsque tu donnes ton modèle, par exemple, à l'entreprise et tu leur dis, bah voilà, ça c'est mon modèle, il devrait marcher encore, je sais pas, 100 jours, 200 jours. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que là, du coup, il n'y a pas vraiment de nouveaux clients qui arrivent. Et justement, on fait la simulation qu'il y ait des nouveaux clients. Parce que si par Oui, exemple mais on tu fait le compares, il me semble hein, que tu le ouais, je le compare compares, avec du les coup. 600 jours, je suis Ouais, d'accord. c'est ça. Mais justement, le 0 et 300, c'est une simulation. On s'imagine qu'on est qu'à 300 jours et on compare à un futur où on était à 600 jours. Et on les connaît les 600 jours, vu qu'on les a déjà. Et c'est pour ça que là, c'est une comparaison entre, imaginez, vous êtes à 300 jours, qu'est-ce qui se passerait si vous attendez 300 jours supplémentaires? Ouais. Du coup, cette simulation, elle est bien, mais c'est vrai qu'elle possède une limite que je trouve, c'est que elle va pas marcher pour le vrai futur. Parce que Ouais, là, c'est ça, ce que le exactement. client veut faire, c'est entre 600 et 800, par exemple. Et ça, j'ai pas. Exactement. Voilà, je suis C'est complètement d'accord. c'est pas pareil entre 300 et 600 qu'entre 600 et 900. Je suis totalement d'accord. Et c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais voir avec toi. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais j'étais pas sûr, donc c'est très bien, maintenant c'est clair. En fait, à mon sens, une approche pour avoir une modélisation plus fiable, c'est de se limiter d'entrée de jeu à, par exemple, la moitié du dataset, 300 jours, entraîner un premier K-means, donc c'est ton algorithme initial qui est entraîné, tu n'y touches plus. Puis ensuite, rajouter 50 jours, prédire ces nouveaux clients avec le K-means qui a été entraîné avec seulement les 300 jours, obtenir un clustering et le comparer à un clustering qu'on aurait refait au jour J. Et là, on a la notion de futur. Hmm. Parce qu'on s'est limité, c'est comme si tu disais, bah voilà, mon algorithme, je le rends à la société en janvier,
Puis bah, après, en février, ils l'utilisent. Mais en fait, c'est ça qui se passerait. C'est qu'ils utiliseraient l'ancien modèle, donc le modèle que tu leur as fourni il y a un mois, pour prédire tous les clients, donc ça veut dire les clients d'avant et des nouveaux clients, et pour voir si en fait cette approche-là enfin si le clustering n'a pas trop changé ou ne devrait pas être entraîné, on le compare à un clustering qui serait réentraîné au jour J. Donc Mhm. voilà. Moi, c'est juste la petite remarque que j'avais au niveau de la maintenance, parce qu'effectivement, on voit bien que là, on a des score array qui sont enfin, qui descendent beaucoup et par palier. Et c'est assez, ça, je pense que c'est également lié à la recency, parce qu'en fait, la recency, selon comment tu as codé les choses, alors là, je ne suis pas rentré dans le vif du sujet, mais comme c'est une variable qui est bah, dépendante du coup du nombre de jours, Ouais, c'est pas constant, quoi. Donc, du et coup, ben elle voilà, c'est pas influence. constant. Donc en fait, il faut faire attention à comment on gère la recency. Autant toutes les autres variables, ça a moins d'impact, mais effectivement, la recency, je trouve qu'elle a un impact très particulier pour la maintenance, et je pense que c'était un point d'intérêt à avoir. Mais après, on peut pas. Enfin, je pense qu'on peut pas faire grand-chose parce que la SNC, elle est ce qu'elle est. Et, Ouais, le et client, il aura ça, on même peut, ouais, dans la vraie vie. ouais, je suis d'accord. En fait, sans intervenir un minimum dans le futur quand même pour gérer la recency, on peut pas complètement régler le problème. Et c'est vrai que du coup, bah, il y a ce côté où la recency, ouais, difficile la recency. Voilà, c'était un petit peu, c'est une conclusion Je suis d'accord. qui n'est pas pleine d'espoir, mais, mais qui est réaliste. Je pense que c'est un peu difficile. Alors, du coup, bon, j'ai plus de questions. Je vais résumer rapidement parce que ça fait déjà un petit peu de temps du coup qu'on fait cette soutenance. Bah écoute, moi dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très bien. Au niveau vraiment du livrable, bah, tu as à peu près tout fait, hein, tu as nettoyé, tu as fait du feature engineering, très bien. Tu as eu un bon protocole en fait au niveau du clustering. Alors j'ai l'impression que ton protocole était vraiment bien abouti. Tu n'as pas présenté énormément de résultats. Alors c'était peut-être un choix justement pour pas trop euh, Ouais, je voulais pas trop. me perdre C'est ou ça, autre au c'est niveau ça. donc ça, je comprends complètement, mais j'ai senti que voilà, il y avait les métriques, la notion de rang par rapport au meilleur clustering potentiel. Peut-être la seule remarque que je pourrais faire, c'est que attention, vu que c'est l'interprétation métier qui compte le plus, potentiellement pas juste choisir le meilleur clustering, mais peut-être le top 3, voir à la main ce que ça donne et se dire ah oui, en fait, le top 2 il est moins bien classé, mais au niveau métier, là, je comprends beaucoup plus l'interprétation. Ouais, faut pas Donc, trop être dans les maths, quoi. Ouais, je vois ce voilà. que vous voulez dire. Ouais. Donc Ok. ça, c'est peut-être le seul truc. Sinon, après, c'était très bien. La soutenance, j'ai trouvé ça très clair. Je trouve que les slides sont clairs, tes explications sont claires. Au niveau du nettoyage, le fait d'avoir le suivi du nombre de colonnes et de lignes, bah ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, souvent, quand il n'y a pas ça, en tant qu'évaluateur, bah, on n'a pas eu le nez dans le code avec l'étudiant, on Ouais, ne comprend pas très bien, on comprend, bah, on passe de quoi à quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Là, on comprend super bien, donc c'est très bien. Ouais, la démarche d'évaluation, comme je t'ai dit, tu as bien présenté tout ça. Donc, écoute, peut-être au niveau technique, revoir un petit peu les scalers. J'ai senti que c'était pas complètement intégré. ouais. Comment ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça apporte. Donc voilà, ça je te dirais peut-être revoir un petit peu les scalers. Au niveau de la modélisation, ben, on en a parlé. Il y a juste cette histoire de maintenance, la recency. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Donc voilà, moi je vais valider la soutenance en écrivant un peu tout ça. Ça Et marche. puis bah, Merci. voilà, je sais pas si toi tu as des questions, des remarques, des choses à ajouter avant que j'arrête la vidéo. Ça ne nous empêche pas de débriefer après. Ouais, peut-être une question, ouais. Sur Ouais, le scaler, ouais, je sais qu'il y a plusieurs scalers. Moi, j'ai ouais, choisi il y en a pas mal. Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui peut marcher pour tout, comme ça on s'embête pas Hmm. à... on s'embête Alors, pas à se choisir, quoi. non, en fait, ça va. En fait, Ça comme je t'ai dépend, dit, hein, je il suis y a des d'accord. scalers qui vont modifier la forme, il y a des scalers qui vont modifier l'échelle. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour un Camins, le Camins, c'est pas l'algorithme le plus intelligent, hein, puisqu'il fonctionne juste avec des distances. On veut vraiment que les variables soient à la même échelle si on veut qu'elles influent toutes de la même manière l'algorithme. Ça, encore une fois, hein, peut-être pas, peut-être qu'on veut mettre des poids à certaines variables. Et dans Mhm. ce cas-là, on pourrait leur mettre volontairement une échelle 2 fois plus grande, 3 fois plus grande. Pourquoi pas? Mais en tout cas, si on veut que toutes les variables pèsent le même poids, le min-max, ça peut être une bonne idée.
puisque du coup, on est sûr que toutes les variables sont exactement entre les mêmes bornes. Ok, ça. Tu peux même faire une transformation mathématique, que ce soit avec un scaler ou avec un logarithme, sur certaines variables pour changer leur forme d'abord. Donc, tu passes d'une distribution très inégalitaire à une distribution potentiellement plus normale, et ensuite réappliquer un min-max. C'est deux choses différentes. Il y a la forme de la distribution et il y a sa range de valeurs. Du coup, vous considérez ça comme une sorte d'hyperparamètre? Genre, on pourrait les tester Ah bah, quand tu fais de la modélisation et que tu veux optimiser un score, par exemple, clairement, moi je conseille d'intégrer plusieurs scalers dans la modélisation parce que D'accord. Ok. ça peut influer le Non, ça peut résultat, être oui, clairement. intéressant. Non, parce que j'ai vu que mathématiquement, ils utilisaient que celui-là, donc moi j'étais parti Mm. là-dessus. Et je me suis dit, bon, bah, si je pars autrement, bah, Ouais, je c'est vrai que je dénature un peu la chose, mais si on peut tester, voir que ouais. pratiquement, bah, on a des meilleurs scores, pourquoi Par se gêner? exemple, dans le P4, c'était une option avec tous les hyperparamètres que tu mets en place, les différents algorithmes, rajouter une surcouche et se dire, bah, en fait, je vais tester 2, 3 scalers. Et puis ça se D'accord, trouve, ok. il y en a un qui va vraiment mieux performer que les autres. Ok, ok, bah, je garde Voilà. ça en tête pour les prochains projets, ça marche. Ok, alors j'arrête juste la vidéo.